Monsieur Godwin Tété, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes un des doyens, vous êtes écrivain, vous avez écrit plusieurs livres sur la vie de Sylvanus Olympio. Aujourd'hui, c'est la date anniversaire de l'assassinat de Sylvanus Olympio. À votre âge, vous l'avez connu. Qui est Sylvanus Olympio? Sylvanus Olympio appartenait à ce que le français, l'administrateur français Robert Cornevin, a appelé les Afro-Brésiliens. C'est-à-dire, ce sont des descendants de Brésiliens qui sont arrivés sur la côte de l'Ouest africain. Il naquit le 6 septembre, si je ne m'abuse, 1902 à Pando, dans ce qu'on appelait le British Togoland, le Togo britannique. Cette partie du Togo qui a été, après la Première Guerre mondiale, confiée à la gestion de l'Angleterre. Et c'était un homme très, très doué. Sa mère était Mamproussi, c'est-à-dire d'une région à cheval sur du côté de Dapaon. Ils sont à cheval sur le Togo actuel et cette partie du Togo qu'on appelait le Togo britannique. Et donc, garçon très brillant, il a fait des études très brillantes et il a été envoyé en 1920 en Angleterre pour poursuivre ses études. Il a obtenu l'équivalent du bac là-bas. Il a intégré la plus haute et prestigieuse, je crois que c'était même pratiquement l'unique école. À la rigueur, on pourrait trouver en Autriche quelque chose qui serait l'équivalent. Il a donc intégré la London School of Economics, l'école d'économie de Londres. Il en est sorti brillamment et après à sa sortie, il a été recruté par la compagnie internationale Unilever, qui au Togo va s'appeler la USC, United African Company, c'est ça. Et on l'a envoyé d'abord au Nigeria, ensuite au Ghana et finalement au Togo. Il était en somme le directeur général de cette compagnie pour toute l'Afrique de l'Ouest ici. Il s'est intéressé à la politique très tôt. Personnellement, je pense même que c'est quand il était déjà étudiant qu'il s'intéressait à la politique, mais en douce quoi. Et donc, dans les années en 1936, il devint le vice-président d'une association que les gouverneurs français avaient créée ici, qui s'appelait l'association des amitiés françaises. On aurait pu dire franco-française, mais comme nous étions des colonies, des sujets, on a appelé ça l'Union française. Il en était déjà un vice-président, ce qui prouve qu'il s'intéressait déjà à la politique. Ce qui n'est pas étonnant parce que dans sa famille, il avait le grand-oncle, le grand notable Octaviano Francisco Olympio, qui était en termes modernes l'homme politique, le premier homme politique ici au Togo. Donc, de fil en aiguille, il était devenu le leader du mouvement nationaliste qui va conduire à l'indépendance qui sera proclamée, comme nous le savons tous, le 27 avril 1960. Lorsqu'on étudie cette histoire, on se rend compte que Sylvanus Olympio a incarné, a dirigé, n'est-ce pas, ce mouvement de bout en bout. Et c'est pour cela que personnellement, je pense et je suis convaincu qu'il est le véritable père de la nation togolaise. Lorsque vous allez au monument de cette indépendance, vous verrez écrit là-dessus, non pas à la craie, mais incrusté dans le béton, peuple togolais, par ta
foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise est née. Donc, pour moi, Sylvanus Olympio est le père non seulement de l'indépendance, mais surtout le père de notre nation. Exactement comme Gandhi, le Mahatma Gandhi, est le père de l'Inde moderne, pas l'Inde ancienne, mais l'Inde moderne. Atatürk est le père de la Turquie moderne, à mon avis, etc., etc. Voilà grosso modo ce qui a lieu, ce qu'on peut dire, ce qu'on doit dire concernant la vie de Sylvanus Olympio. Évidemment, les détails sont dans mes bouquins. J'ai écrit 2 bouquins sur cet homme, le régime et l'assassinat de Sylvanus Olympio, et ensuite Sylvanus Olympio, père de la nation togolaise. Voilà, cet homme, vous l'avez connu, et il a été assassiné. Parlez-nous un peu de cet assassinat du 13 janvier 1963. Aujourd'hui, pratiquement 54 ans. Bon, Sylvanus Olympio a eu des problèmes avec les impérialistes, les colonialistes français assez tôt. Assez tôt. J'ai retrouvé à Paris dans les archives des courriers, des lettres, des rapports que les gouverneurs, notamment le gouverneur Jean Noutari, écrivaient à ses supérieurs pour se plaindre de Sylvanus Olympio. Ils sont allés jusqu'à dire qu'ils n'avaient pas d'ennemis au Togo, sauf Sylvanus Olympio. Mais la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et va provoquer l'assassinat de Sylvanus Olympio, c'est l'affaire du CFA. Sylvanus Olympio qui donc était sorti avec brio d'une la plus prestigieuse école d'économie, devenu président de la République togolaise, s'est dit: vous ne pouvez pas prétendre être indépendant et utiliser une monnaie d'autrui. Parce que le CFA, le franc, colonie française d'Afrique, qui va devenir colonie, le franc et communauté franco-africaine, et aujourd'hui le franc de la communauté financière africaine, je ne sais pas quelle communauté, vous ne pouvez donc pas prétendre être indépendant et utiliser une monnaie d'autrui. La belle preuve, la preuve la plus palpable, la plus tangible, à mon humble avis, c'est le fait que le 11 janvier 1994, la France va rassembler les chefs d'État francophones d'Afrique à Dakar et d'évaluer le franc CFA de 50% du jour au lendemain. C'est-à-dire, ce que vous pouviez acheter hier à 1 franc, aujourd'hui il vous faut 2 francs pour acheter la même denrée. Alors que vos revenus n'ont évidemment pas doublé. Et donc, ils se sont dit, Sylvanus Olympio décida donc de créer une monnaie nationale togolaise. De Gaulle venait de revenir aux affaires. Il s'adresse à la France, De Gaulle dit niet, il va voir les Allemands, les Anglais et les Américains. Ce que je vous dis, ça ne vient pas de mon imagination. Quelque temps avant la mort du docteur Rodolphe Trenou, je l'ai approché et il m'a dit, c'est lui qui m'a raconté ceci. Alors donc, non seulement les Allemands, les Anglais et les Américains, non seulement eux, ils ont acquiescé, approuvé l'opération, ils ont avancé des fonds pour favoriser cette opération. Et la France s'est dit, cette fois-ci, ça ne va pas passer. Ce monsieur, ça fait déjà un bout de temps qui nous emmerde, passez-moi le terme, mais cette fois-ci, ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que Sékou Touré peut fabriquer une monnaie, il échouera parce qu'il ne s'y connaît pas. Donc, brouillon. C'est leur raisonnement. Hein. Par contre, Sylvanus Olympio, sa formation théorique, son expérience pratique et son caractère, attention, c'était un homme volontaire et non pas et velléitaire. Quand Sylvanus Olympio voulait quelque chose, il devait l'avoir. Et donc cet homme-là allait nécessairement réussir. Et s'il réussissait, n'est-ce pas, il créait un précédent qui pouvait faire tache d'huile et semer la zizanie dans notre précaré en Afrique de l'Ouest. Il faut l'arrêter. Et donc, on va se servir de nos militaires, des mi-soldes,
n'est-ce pas, démobiliser des guerres du Vietnam et d'Algérie, parce que la guerre d'Algérie venait de se terminer par comment on appelle, le traité de cette ville de la France là. Bref, la guerre de Vietnam et d'Algérie venait de se terminer. On démobilise ces militaires, ils viennent ici, ils demandent à ce qu'on les intègre dans l'armée togolaise. Ils vont nous dire, quelle armée togolaise? Au départ, quand nous obtenions notre indépendance, le Togo, la population elle-même était 1 500 000, 1,5 million. Et nos militaires étaient, je ne sais pas, quelques centaines qui devaient garder les édifices et les personnalités officielles. Le Togo n'avait pas les moyens, les quelques moyens qu'on avait devaient servir à construire le pays et non pas à créer une armada prétorienne, enfin une armada pléthorique. Mais malgré tout, quelques 300 qu'ils étaient, Sylvanus Olympio a réussi à placer à peu près 200 ici comme plantons, comme ceci, etc. Le reste, se sont révoltés. La France les instrumentalise pour assassiner Sylvanus Olympio ce dimanche 13 janvier 63 au petit matin. Voilà grosso modo comment la chose se fait. Et alors, M. Gnassingbé et Yadema a déclaré haut et fort ce dimanche 13 janvier que c'est lui qui a tiré sur la gâchette. Quand nous l'avons sorti de la voiture, parce qu'il s'était réfugié dans une voiture dans la cour de l'ambassade des États-Unis, l'ambassadeur des États-Unis, ayant ouï dire que se passait quelque chose, est allé là-bas avec une torche. Il a finalement aperçu Sylvanus Olympio. Il lui dit, Monsieur le Président, restez là, je n'ai pas les clés de mes bureaux, je m'en vais les chercher pour vous donner l'asile. Malheureusement, lui aussi, quand il quitte, l'homme, il téléphone à Mazoyer, à Mazoyer, qui était l'ambassadeur de France, n'est-ce pas? Il a oublié, en tant que diplomate, il devait savoir que le courant ne passait pas à ce moment précis, ni entre la France, en tant qu'État, ni entre Mazoyer, parce qu'on reprochait à Sylvanus Olympio, n'est-ce pas, de retarder l'inauguration du centre culturel français, alors que le centre culturel allemand, Goethe, a été inauguré facilement. Et ensuite, il y avait un certain Georges Métrier, qui était un commandant, qui a liquidé l'UPC au Cameroun. L'UPC, c'est l'Union des peuples du Cameroun, n'est-ce pas? On envoie ce monsieur comme conseiller militaire à Sylvanus Olympio à son insu. Il ne savait pas, n'est-ce pas, que c'est un serpent qu'on lui a placé entre les jambes. Et il ne voulait pas renouveler le contrat de ce Métrier. Donc il devient aussi l'ennemi à la fois de la France, de Mazoyer et de Métrier. Et donc, quand l'ambassadeur Poulada téléphone à Mazoyer, Mazoyer informe Métrier. Métrier informe les Yadema qui étaient à la recherche de Sylvanus Olympio. Ils sont donc retournés là-bas, ils l'ont trouvé, ils l'ont sorti de la voiture, ils l'ont dit, marchez. Il dit, marchez pour aller où? Au camp. Il dit, ah non, je ne vais pas au camp. Et alors, Yadema dit, le jour approchait, c'est un homme politique d'importance, la foule allait s'assembler, et donc, moi, je l'ai descendu avec son français, moyennant là, je l'ai descendu. Voilà. Donc, Yadema déclare, j'étais à Lomé, n'est-ce pas? J'étais à Lomé, et Yadema déclare que c'est lui qui a tiré sur la gâchette. Des balles ont traversé la poitrine. Il y en a une qui a broyé le bas-ventre. Ceci aussi, ce n'est pas une invention, je n'ai pas vu le corps, mais j'ai un parent, Pierre Tétégan, qui était infirmier-major à l'hôpital. Il travaillait sous les ordres d'un Allemand, d'un médecin allemand. Et c'est ce médecin allemand qui, ayant appris que le corps de Sylvanus Olympio gisait par terre, a demandé à son collaborateur, à son subordonné, Pierre Tétégan, d'aller
chloroformer le corps. Et quand Tétégan me dit, en 94, j'étais réfugié au Bénin, il était venu, on s'est rencontrés, je lui ai posé la question, il me dit oui, une balle, dans une ou des balles ont traversé la poitrine, il y en a une qui a broyé, et bien tout gouille, tout gangoué, tout gouanon mené. Il y a au Sokakla, ils ont pris un couteau, les veines des poignets et la cuisse gauche, je crois, taillardée. Et Yadema dit, oui, c'est comme ça que nous faisions en Algérie pour nous assurer que l'ennemi est réellement mort. Voilà. Mais quelques années plus tard, son frère, Robert Adewi, avec qui il s'est brouillé, va faire une déclaration qui va créer un trouble terrible dans les esprits. Adewi déclare qu'en réalité, que ce n'est pas Yadema qui a tué. Il a laissé entendre que c'est un blanc, on pensait à Métrier, et qu'on lui aurait donné 300 000 francs CFA de l'époque. C'est-à-dire une somme qui aujourd'hui serait peut-être 3 millions ou 300 millions, je ne sais pas. Et pour endosser ce crime. Donc on avait donné 300 000 francs CFA à Yadema dans le dossier de crime. Oui. Le drame est que Yadema n'a jamais démenti cela de manière claire et nette. Donc aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'en réalité, que ce n'est pas Yadema qui a tiré sur la gâchette. D'autres disent non. À partir du moment où il a déclaré lui-même, comment voulez-vous que ce ne soit pas lui? Je connais quelqu'un qui a été ministre de Yadema et qui m'a dit plus d'une fois qu'à certaines occasions, quand ils se sont retrouvés en petits groupes, que Yadema a toujours laissé entendre que oui, que bon, que le coup était parti comme ça, par hasard, et qu'il avait l'air de faire preuve de mauvaise conscience, quoi. Autrement dit, selon ce ministre, c'est lui, c'est Yadema. Il regrettait. Oui, qu'il avait l'air de regretter. Vous voyez? Mais les opinions sont partagées. C'était d'ailleurs dès le départ. Certains politiciens togolais, hommes politiques togolais comme Oswald Coco, à côté Paulin, déjà ne croyaient pas que c'est un noir qui a tiré. Ils ont toujours cru que c'est un blanc. Mais bon. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Cette déclaration d'Adewi a créé un trouble dans les esprits. D'aucuns croient que ce n'est pas Yadema. D'autres sont fermement convaincus que c'est lui. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà, dans l'une des interviews accordées à la Radio France Internationale, notamment au niveau de cette équipe de Archives d'Afrique, Yadema a renié ce crime, comme quoi ce n'était pas lui qui a tiré sur Sylvanus Olympio. Non, il n'a jamais renié, à ma connaissance, de manière claire et nette. Pendant la conférence nationale souveraine, lorsque nous avions commencé à acculer, à taper sur le... Il a fait une déclaration sibylline, je dis bien sibylline, que oui, lui n'était qu'un sous, on dit qu'il a tué Sylvain, mais lui n'était qu'un sous-fif. Bon, est-ce que cela veut dire qu'en réalité ce n'est pas lui? Il n'a pas dit de manière très claire et nette que ce n'est pas lui. Vous voyez? C'est ça le hic, c'est ça S'il avait dit, bon, chose. Et puis, s'il avait dit, on aurait pu lui poser la question. Donc, si ce n'est pas vous, qui alors? Qui alors? Puisque vous avez déclaré ce 13 janvier, j'étais à Lomé, je dis bien j'étais à Lomé, à plusieurs journaux internationaux, dont Paris Match. Ces déclarations, on a même retrouvé la copie du journal de l'époque plusieurs années plus tard. Et il y a d'autres journaux, je crois un journal américain ou je ne sais plus quoi, il a déclaré à Dieu. Bon, si ce n'est pas lui, il devrait dire bon, et puis pourquoi il endosse? Pourquoi? Vous voyez, c'est ça. C'est qu'en 4 ans après, le crime n'a jamais été élucidé. Oui, c'est ça. Bon, Sylvanus Olympio, dans son propre camp, il n'avait pas eu d'adversaire politique parce que dans l'opinion... Non, écoutez, il est rare qu'un homme politique de cette envergure n'ait pas d'opposants, d'adversaires. Le mot ennemi, bon, peut-être pas, mais disons d'adversaire politique. Mais le drame est que le culte et la Juventus, vous connaissez un peu la Juventus, je suppose, et le MPT,
le mouvement populaire togolais se sont mis ensemble pour gagner les fameuses élections du 27 avril 58, lesquelles élections étaient de facto un référendum, dans la mesure où la résolution des Nations Unies qui a prescrit ces élections dit ceci: la nouvelle assemblée, c'était des élections législatives, la nouvelle assemblée qui sortirait de ces élections serait habilitée à demander l'indépendance ou à rester dans le giron de la France. Il s'est trouvé que les nationalistes, grâce à la présence des Nations Unies, en la personne du haïtien d'Orsainville, n'est-ce pas, ont gagné haut la main ces élections. Donc, grâce à l'union, n'est-ce pas, à l'union de ces trois partis, le CUT, la Juvento et le MPT. Malheureusement, très vite, la zizanie est née entre le CUT et la Juvento pour des raisons idéologiques et des raisons de personnes. Vous voyez? Très vite. Si bien qu'au moment où on assassinait Sylvanus Olympio, il faut avouer que bon, il était quelque peu isolé par rapport, n'est-ce pas, au prestige total qu'il avait au départ. Vous voyez? C'est ça. Ça aussi, ça a joué finalement contre le peuple togolais. Des guerres de chefs, des choses. La Juvento reprochait à Sylvanus Olympio et à ses amis de n'avoir pas proclamé l'indépendance ce jour-là du 27 avril 58. Et personnellement, je suis surpris parce que, de toutes les façons, la résolution n'avait pas dit dès que vous gagnez que vous pouvez ce jour-là. Non. Nous nous trouvions dans une situation juridique tripartite. Les Nations Unies, la France et le Togo. Il y avait tout un tas de négociations à faire. En plus, l'exemple de la Guinée, n'est-ce pas? Sekou qui dit à De Gaulle, moi je préfère vivre dans la misère que sous un régime colonial. Et on a vu ce qui s'est passé. De Gaulle a ramassé tous ses fonctionnaires européens et Sekou s'est retrouvé dans une situation terrible. Il a fallu que des intellectuels africains de tous les pays volent au secours de Sekou. Vous voyez? Donc cette expérience-là, les nôtres, qui étaient des personnages, Sylvanus Olympio en 63, il avait déjà 61 ans. Vous voyez? Il est né en 1902. Et puis, quand vous avez lutté si longtemps pour acquérir votre indépendance, vous invitez des autres de marque, n'est-ce pas? Ne serait-ce que le représentant des Nations Unies, le représentant de la France, le dernier gouverneur des Allemands, Mecklenburg qui vivait, n'est-ce pas, etc., etc. Or, qu'est-ce qu'il y avait comme infrastructure hôtelière? Il n'y avait que l'hôtel du Golfe qui était une baraque où les bateaux, les marins des bateaux qui passaient par ici s'arrêtaient pour boire un peu du vin rouge. Donc, les nationalistes décident de construire un hôtel pour recevoir le jour de la proclamation des eaux de marque. Et c'est ça l'hôtel Le Bénin, qui va devenir hôtel Ibis. Entre parenthèses, cet hôtel devait être considéré comme un patrimoine national. Pourquoi? Sylvanus dit, je ne vais pas aller emprunter encore de l'argent. Nous sommes déjà assez endettés. Je vais prendre de l'argent de la caisse de compensation des produits d'exportation. Ce qu'il a fait, et il a remboursé très rapidement. Et c'est avec cet argent, au pas de charge, c'est-à-dire nuit et jour, cet hôtel a été, en 2 ans, jour pour jour, construit pour recevoir les hôtes de marque. Puisqu'ils se sont donné 2 ans par rapport au 27 avril 58. Donc, 2 ans plus tard, le 27 avril 60, l'hôtel était prêt, n'est-ce pas? Et la proclamation de l'indépendance a eu lieu ce jour-là. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Donc, et effectivement, il a fallu des négociations entre le Togo et la France d'un côté, entre le Togo, les Nations Unies d'un côté, entre le Togo, entre les Nations Unies et la France
de l'autre côté, situation tripartite pour la proclamation de l'indépendance. Sinon, on allait un peu contre la légalité, pour ainsi dire. Vous voyez? Voilà, grosso modo. Et alors, bon, de fil en aiguille, la Juventus et le PUT se sont brouillés. On a arrêté la plupart des leaders de la Juventus, ce qui a créé aussi... Vous savez, nous sommes sur cette terre, nos familles sont imbriquées les unes dans les autres. Vous arrêtez X, vous arrêtez Godwin Tété, c'est toute une tribu que vous arrêtez. Vous comprenez? C'est ça. Et donc, ça a créé des isanies entre les familles, etc., etc. Et une situation un peu malsaine lorsqu'au moment où on assassinait Sylvanus. Mais les Santos, on les a sortis de prison ce jour-là, n'est-ce pas? Et d'autres sont morts, d'autres vont mourir, comme Emmanuel Noubouba, Ben Apalou, ils ont été fêtés à Bobozan et à leur retour, ils ont fait un accident, ils sont morts. Enfin, bref, l'atmosphère n'était pas très bonne au moment où on a assassiné Sylvanus Olympio. Voilà, quel souvenir gardez-vous de cet homme, de ce grand homme Sylvanus Olympio? C'est ce que je vous ai dit, j'ai écrit 2 bouquins sur lui, dont l'un intitulé tout simplement Sylvanus Olympio, père de la nation togolaise. C'est ma conviction profonde. Je donnerai ma tête à couper pour cela. Pour moi, cet homme. Et je vous recommande un bouquin que j'ai traduit de l'anglais en français, écrit par l'actuel directeur du département d'histoire de l'université du Ghana, Divine Edem Kobla Amenume. Le bouquin s'appelle Le mouvement de la réunification des éveils. Quand vous le lisez, un volume comme ça, gros comme ça, il n'y a pas une page où le nom de Sylvanus Olympio n'apparaît pas. C'est-à-dire que de bout en bout, il a dirigé, il a incarné cette lutte. Et il a proclamé l'indépendance. Et mieux, plus, il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour ce pays. Il est pour moi l'équivalent de Gandhi en Inde. Il est l'équivalent de Mustafa Atatürk en Turquie. Il est l'équivalent de Kwame Nkrumah au Ghana, etc., etc. De Jomo Kenyatta au Kenya, etc., etc. De Mandela en Afrique du Sud. C'est pour moi, il est le père de la nation togolaise. Un point, un trait. Voilà. Voilà, si ça s'achève la vie de Sylvanus Olympio, c'est une autre génération qui commence. Il a démarré pris le pouvoir le 14 avril 1967. Oui. Il a continué à diriger le Togo. Il a laissé sa vie après. Il a quitté le monde des vivants le 5 février 2005. Son fils est arrivé au pouvoir. Bientôt 50 ans pour le règne de Gnassingbé. Oui. Vous, en tant qu'historien, vous avez connu pas mal de choses. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la gestion qui est faite? J'ai à dire qu'il est grand temps que le peuple togolais disent non, par la voie légale, enfin, par la voie convenable, que le peuple togolais dise non à ça. Parce que cet assassinat nous a plongé dans une crise qui, là aussi, à mon point de vue, est devenue autre chose qu'une crise. Le mot crise est un mot d'origine grecque, qui veut dire une situation passagère. Une crise, c'est une situation, c'est comme une crise de palu. C'est passager, c'est quelque chose qui doit être passager. Ou une crise financière. Mais là, c'est devenu une véritable affaire ou une question. Vous savez, à un moment donné, on a parlé de l'affaire des éveils, l'affaire de la réunification des éveils. C'est devenu, plus qu'une crise, simple crise, c'est devenu une affaire ou une question, la question togolaise. Et donc, je dis qu'il est grand temps que les peuples togolais, n'est-ce pas, et avec ces élites vraiment patriotes, trouvent la stratégie la plus appropriée pour s'en sortir et pour permettre à ce pays d'aller de l'avant. Ce matin-là, à l'heure où vous et moi nous parlons, il y a des Togolais, des Togolaises qui ne trouvent même pas une bouchée de saumon, de la bouillie de farine de maïs là, à boire. Pendant
que d'autres, n'est-ce pas, prennent les deniers ce pays pour faire ce que bon leur semble. Ce n'est pas normal. Il faut que le peuple togolais se réveille et dise non, comme le peuple burkinabé. Il y a à peine, je ne sais pas, 2 ans à oser dire non, n'est-ce pas? Bon, peut-être que nous allons sacrifier quelques vies humaines, mais sans ça, nous allons accompagner ce régime éternellement. Or, ce régime nous retarde. Voilà ce que je pense personnellement. Monsieur Kodouin-Tété, que reprochez-vous au régime d'Ignacibé, le père au fils aujourd'hui, bientôt 50 ans, que reprochez-vous à... Ben, je viens de vous dire que ce matin, alors nous parlons, il y a des Togolais qui ne trouvent pas une bouchée de zobon. Vous croyez que c'est normal? Et quand c'est ça, leurs enfants, regardez, aujourd'hui c'est samedi. Si vous étiez ici hier, n'est-ce pas, à l'heure de rentrée d'école ou de sortie des écoles, vous verrez de petits enfants comme ça, ils sont mignons comme tout, et nombreux. Leurs parents sont déjà en difficulté. Et eux demain, comment vous les voyez? Vous savez comment moi je les vois? Beaucoup iront se mourir dans le Sahara ou dans la Méditerranée. Comme cela se passe déjà. C'est ça le fond du problème. Parce qu'il n'y a pas d'issue. Il faut permettre aux pays africains d'aller de l'avant. L'Afrique, je viens de publier un article, l'Afrique est malade de ces petits potentats au pied d'agir, ces petits potentats post-coloniaux. Il faut, comme les Djadjamé là, où je ne sais pas comment on les appelait. Hein, Djadjamé, qui est là à faire le... en Gambie. Ah, oui. C'est quoi ça? Non. Les peuples africains ne méritent pas ça. Ne méritent pas ça. Voilà. Comment expliquez-vous le fait que les anglophones n'ont plus tellement de l'ascendance par rapport à ces anciennes colonies françaises? Mais ça provient fondamentalement de la manière dont les Anglais, les Allemands, les Français ont géré leur colonie. Vous savez que la politique coloniale française est basée sur le principe de l'assimilation. Vous voyez, le nègre doit devenir blanc. Nos ancêtres, les Gaulois, n'est-ce pas? Cette politique d'assimilation a fait que aujourd'hui nous ne sommes ni des Français ni des nègres. Nous sommes des produits hybrides. Tandis que les Anglais et les Français, et surtout les Anglais, ont utilisé, pratiqué la politique dite de indirect rule, le commandement ou la gouvernance indirecte. C'est-à-dire, ils ont laissé quand même une large marge à nos chefs traditionnels, n'est-ce pas, qui ont continué à gérer leur peuple comme il se doit. Tandis que nos pays francophones, avec cette politique d'assimilation, n'est-ce pas, qui, après nos indépendances, va se poursuivre par ce que Verschav a appelé, François-Xavier Verschav a appelé la France-Afrique, mais c'est ça qui fait. La différence vient de là, à mon avis. Donc la France en est pour quelque chose. Pardon? La France en est pour quelque chose. Et comment? Et comment? Bon, le néocolonialisme est beaucoup plus visible, n'est-ce pas, plus tangible dans les colonies, les anciennes colonies françaises que dans les anciennes colonies britanniques. C'est ça. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien, mais nous sommes en début de cette année 2017. Si vous avez un mot, un vœu à l'endroit de vos d'abord, téléspectateurs, je peux me permettre à mon âge, nos internautes, après demain, c'est-à-dire lundi, j'aurai quand même 89 ans. Lundi, après là, je crois que je peux me permettre de souhaiter une bonne année au peuple togolais, du courage, de la ténacité, de même que nos anciens, par leur foi, leur courage et leur sacrifice, la nation togolaise est née, de même par notre foi, notre courage et nos sacrifices, un autre Togo, un Togo nouveau, doit pouvoir naître pour que nous puissions aller de l'avant. Pour que des gens comme moi, en mourant, disent « Oh, je ne meurs pas 2 fois, hein, parce que je ne veux pas mourir la mort dans l'âme. Hein, je meurs biologiquement et puis je me dis « Oh, mon pays doit rester comme ça. » Non, je voudrais mourir en me disant « Oh, enfin, mes petits-enfants, j'en ai 2, hein, et tous les petits-enfants de ce pays sont mes petits-enfants. Et
Donc, en mourant, puis Dieu puisse me dire, non, tu peux pas, je peux pas, tu peux, enfin, m'adressant à moi, tu peux partir tranquillement. Voilà mon souci. Je souhaite donc au peuple togolais de ne pas baisser les bras, de ne pas se décourager, de continuer à lutter, de trouver, n'est-ce pas, de prendre conseil, leçon chez d'autres peuples, comme le peuple burkinabé qui vient de nous donner une leçon magistrale, n'est-ce pas, pour qu'un jour, et aussi le panafricanisme, c'est-à-dire l'union des peuples africains, l'union véritable, pas des syndicats de chefs d'État, n'est-ce pas, pour que cette union-là se manifeste de manière à ce que les peuples africains se servent les coudes et arriver un jour à mettre hors d'état de nuire les Djadjamés ou les, je ne sais pas, les Djas. Voilà ce que j'ai. Merci, doyen Godwin Tété, pour votre disponibilité. Et joyeux anniversaire à vous et bien de choses également à la famille. Bonne année à vous. C'est moi qui dois vous remercier de l'honneur que vous m'avez fait, de venir m'interviewer. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée à vous.